ça, c'est un projet très très intéressant. Ça permet aux personnes qui ne peuvent pas s'exprimer de s'exprimer à travers du papier et de la lecture. Sinon, on ne nous entend jamais. Ouais. Parce que certaines personnes pensent que ceux qui sont en psychiatrie, elles sont pas fous, mais sont un peu dérangés, quoi. Encore aujourd'hui, on ne parle pas trop de la psychiatrie. C'est assez mal vu quand même. Il y en a qui pensent que les personnes en psychiatrie sont fous. Je dis ça parce qu'il y en a qui le disent réellement, avec ces mots-là. Donc, j'ai eu d'autres mots, par exemple, ah non mais ils sont tarés, qu'est-ce qu'ils foutent dans la société Mathieu et Anaïs sont journalistes et porteurs de troubles psychiatriques. Avec d'autres usagers du centre hospitalier spécialisé Charles Perrins à Bordeaux, ils participent à l'élaboration d'une revue nommée Inside. Inside, un autre regard sur la santé mentale, offre la possibilité à ces personnes d'écrire, de parler de leurs troubles, de mener des interviews avec par exemple la championne du monde de capoeira Marie Corbu ou encore de partir en reportage à la Rock School Barbet, une salle de musique connue de Bordeaux. Et surtout, de prendre en confiance, faire comprendre que leur voix compte. Encadrés par une équipe de journalistes professionnels depuis 2 ans, les usagers ont terminé le dernier et 3e numéro de cette revue. Le moment pour nous, dans ce nouvel épisode du podcast Les gens du coin, de tirer un premier bilan de ce projet porté par Marie-Christine Lipani, professeure des universités en sciences de l'information et de la communication, que l'on va entendre au début de cet épisode, et de Marie Tournier, responsable du pôle universitaire de psychiatrie adulte du centre hospitalier Charles Perrins. Voilà, vous savez tout, et maintenant, bon épisode. Et cherchez de l'argent pour la semaine. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. On se trouve là réunis pour participer à un atelier journalistique du projet Inside. Donc c'est le 3e numéro que nous sommes en train de préparer, la troisième revue. J'ai amené les premières là, enfin la 2e. Et voilà, nous sommes avec les journalistes. Non, pas moi. Aujourd'hui, je reste pas. Aujourd'hui, d'accord, mais non. Quand même, vous faites partie de l'équipe aussi. Oui, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Ah. Faut y aller parce qu'on a du pain sur la planche. On a le chemin de fer qui est prêt. Enfin, on sait à peu près ce qu'on va mettre dans ce prochain numéro. On a à peu près toute la matière, je pense, à peu près. Donc aujourd'hui, on va être 3 pour faire avancer les différents textes qui sont en préparation. Bonjour. Donc, ce sera en relative autonomie. On va quand même vous accompagner, mais on va vous aiguiller sur vos petites tâches pour progresser dans vos articles. Et puis, aussi, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est progresser sur le cahier central pour récupérer des verbatims de chacun. Donc là, on va peut-être se les répartir à nous 3. D'accord. À essayer de voir avec vous, enfin prendre un moment avec chacune d'entre vous, et vous demander ce que Inside vous a apporté. Comment vous avez vécu Inside? C'est plus large comme question. Patrick, c'est ça. Ok. Exactement. Et donc, tu as participé à combien d'Inside déjà? Dès le départ, dès la première édition. Okay. Je fais partie des meubles peut-être. C'est bien. Donc, j'ai toujours voulu essayer, tenter ça. Ça s'est présenté, donc on a pensé à moi, donc j'ai sauté sur l'occasion. Dans ce projet-là, ça a permis un petit peu de tisser des liens, de renforcer des liens aussi, et de rompre un peu la solitude et d'avoir un objectif à la fin. Parce qu'ici, on se sent seul? Non, en extérieur. Enfin, la solitude peut être un problème par rapport au handicap. Mais ici, bien au contraire, on se sent moins seul. Au-delà de ces liens que vous avez tissés et que vous tissez, que vous continuez de tisser avec les autres usagers, qu'est-ce que ça a provoqué chez vous comme sentiment? Un sentiment de bien-être parce qu'on sait qu'on peut compter sur l'un et l'autre peut compter sur l'autre. Un sport d'équipe. Ah oui, le journalisme, c'est un sport d'équipe? Ça dépend de... J'ai pas fait d'école de journalisme, mais je pense que sur ce projet-là, ouais, c'est un sport d'équipe. Ouais.
Je suis Ariane Puccini, je suis journaliste indépendante et j'encadre l'équipe Inside dans la rédaction de leur magazine. Il faut s'imaginer qu'au tout premier numéro, les sujets restaient vraiment dans l'enceinte de l'hôpital et en fait, nous, encadrantes, on avait dans l'idée de les amener à franchir un peu l'enceinte de l'hôpital pour parler de la cité, en fait. Et je crois qu'on y arrive. Dans ce numéro 3, il y a plus de reportages, il y a des portraits de chercheurs dans des sujets plus ou moins connexes à ce qu'eux y vivent, mais quand même, ils franchissent plus volontiers l'enceinte de l'hôpital. Donc en fait, il y a une prise en confiance, c'est ça ? Ouais, je crois que c'est pour ça le journalisme est, je pense, un outil très efficace pour prendre sa place dans la ville, dans la société, en tant que citoyen, en tant qu'observateur. Et je crois qu'ils ont pris un peu cette place-là. Je suis Anaïs de Brando et j'étais à UNIR 3 et là je suis sortie depuis plusieurs mois. C'est quoi UNIR 3 ? C'est une unité de réhabilitation. Toi, ça fait combien de fois que tu participes ? Est-ce que tu as participé à tous les ateliers ? Oui, combien de numéros ? J'ai participé aux 3. Aux 3 parce qu'il y en a eu 2 et là c'est le 3e, donc aux 3. Oui, moi je fais du dessin, je fais la dernière couverture avec une BD simple. Par exemple, j'en ai fait un sur tout ce qui est harcèlement scolaire, homophobie, voilà ce genre de choses, grossophobie, voilà ce genre de choses. Le deuxième, c'était justement sur la réhabilitation. Ça me prend du temps, donc au lieu que je reste cloîtrée chez moi, que je fasse rien, ou même quand j'étais encore à l'unité, et que du coup j'étais tout le temps à rien faire et du coup à dormir. Là, moi, ça m'active, je fais des choses. Toi, tu préfères écrire avec du... Puis on rencontre des personnes. Moi, je vois que je suis capable de choses que je ne pensais pas être capable. Voilà. Je m'appelle Marie-Christine Ipani, donc je suis professeure des universités en sciences de l'information et de la communication au sein de l'université Bordeaux-Montaigne. Et en tant que chercheur, je travaille beaucoup sur les relations entre le champ psychiatrique et le champ médiatique. C'est vraiment mon sujet de recherche pratiquement prioritaire ces dernières années. D'où la naissance d'Inside. Alors c'est un magazine qui est élaboré par les usagers de Charles Perrins, des personnes qui souffrent de troubles psychiatriques. Comment est née, vous, cette idée-là d'Inside ? Pourquoi vous avez voulu créer ce magazine ? En fait, en tant que chercheur en journaliste et enseignante, j'ai beaucoup réfléchi sur la manière dont les médias produisent des contenus. Je me suis beaucoup intéressée à ces contenus, notamment les contenus qui pouvaient parfois avoir un aspect quelque peu discriminant. Je me suis rendu compte qu'il y avait dans les médias parfois des traitements des troubles psychiatriques et notamment des personnes qui souffrent de troubles psychiatriques, des traitements qui étaient vraiment stigmatisants. On a essayé de construire ce projet avec l'idée de faire un projet, non pas pour dire les médias font mal ou les médias ont tort ou les médias, parce que c'est pas ça, mais plutôt l'idée de dire comment on peut aider, accompagner les médias à penser autrement l'écriture, la narration autour de ces questions liées aux troubles psychiatriques. Et l'idée, c'était de faire se rencontrer et les acteurs et les actrices de la psychiatrie, du champ psychiatrique, y compris les personnes qui souffraient, avec les journalistes. C'est pour ça que ce projet, moi je voulais qu'il s'appelle Inside, à l'intérieur, parce que l'idée c'était de faire venir les gens à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique. C'est pas aussi naturel que ça de venir à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique.
Je dirais presque que c'est une forme de combat, un journalisme de combat, parce que c'est des personnes qui ont été au long de leur vie, de personnes vulnérables confrontées à la stigmatisation, au rejet et à des choses là, et qui se sont vraiment saisies à leur manière d'une posture journalistique qu'ils ont inventée, une posture qui correspond peut-être à leur combat. Je dirais presque que c'est un pied de nez dans le monde journalistique, un pas de côté, une sorte d'irrévérence, parce que ils n'ont peut-être pas tous les codes du journalisme, ils n'ont pas, peut-être pas non plus la prétention d'un journalisme très éditorialisé qui mènerait un combat, la plume dans la plaie, comme voilà, un journalisme très engagé. Ils pratiquent un journalisme, le but c'est de montrer qu'ils sont capables de faire quelque chose et d'être autre chose que des personnes malades. Enfin, encore aujourd'hui, on ne parle pas trop de la psychiatrie. C'est assez mal vu quand même. Pourquoi ? Il y en a qui pensent que les personnes en psychiatrie sont fous. Je dis ça parce qu'il y en a qui le disent réellement, avec ces mots-là. Donc... j'ai eu d'autres mots, par exemple, ah non mais ils sont tarés, qu'est-ce qu'ils foutent dans la société, C'est violent. parce que sans savoir que je l'étais en plus. Je discutais avec des personnes, ils partaient sur ce sujet-là et ils savaient même pas que j'étais en psychiatrie et ils me disaient ce genre de mots, mais je leur disais pas du coup que j'étais en psychiatrie. Par contre, je leur disais que j'étais pas d'accord. Donc je leur disais pas que je l'étais, mais par contre je leur disais ah ben non, je suis pas d'accord, ils sont pas fous. Du coup je donnais des argumentations par rapport à moi, mais sans qu'ils le sachent que c'était par rapport à moi. C'est violent. Ouais. Pourquoi, à ton avis, les gens ils ont une mauvaise image des personnes qui sont en psychiatrie ? Je sais pas trop. Je sais pas trop, parce que sûrement ça leur fait peur, je dirais. Comme d'autres trucs. Oui, c'est ça, c'est la différence. Les gens ne connaissent pas, donc... Oui, voilà. Pour eux, c'est pas normal, je dirais. Oui, souvent on dit des personnes en psychiatrie qui sont pas normaux. Dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête. Trop de colère, trop de misère. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que tu es artiste, rappeur, et que tu es allé à la Rose Cool Barbie. Pourquoi alors ? Pour enregistrer. Enregistrer ? Ouais, parce que là, ça attaque mon 3e EP. Oui, je m'appelle Ilioné Schulz, je suis journaliste-réalisatrice depuis une quinzaine d'années. Et depuis quasiment 2 ans, là, je crois, j'encadre les journalistes de Charles Perrin. J'étais très fière de Marcus. Moi aussi. Et je suis très heureuse de savoir que toi, tu es fière de ce que tu as fait, c'est surtout ça. Parce que il était stressé, mais il l'a pas du tout montré. Ah oui, c'était beaucoup stressé. Ouais. Et il a été formidable, vraiment. Enfin, il a mené les entretiens. Enfin, moi, j'étais là vraiment en observatrice, en fait. Donc, c'est aussi ce bon positionnement qu'il faut avoir. On est là vraiment pour accompagner, mais c'est pas à nous de faire le reportage. C'est vraiment à eux. Et Marcus, en plus, je crois que c'était le premier de l'équipe à faire un reportage, pour Inside. Parce que sur les autres numéros, c'était essentiellement des articles à base de coups de téléphone, d'interviews, de recherches documentaires, etc. Et là, c'est le premier. Mais c'était cool, mais pour moi, c'était un peu compliqué parce qu'il faut regarder partout, c'est un peu compliqué. Mais
les réflexes, ils étaient les mêmes. Enfin, ce qu'on apprend, c'est les mêmes choses. Quand on essaie de leur transmettre les bases du reportage, voilà, c'est les mêmes que ce qu'on explique aux étudiants. Et sur le terrain, on fait attention aux mêmes choses. Et voilà, c'est juste après dans la fabrication qu'il faut qu'on trouve des solutions. Mais tout le reste, c'est la même chose. Il n'y a pas de baisse d'exigence, en fait. Tu t'es senti vraiment journaliste? Oui, on peut dire comme ça. Thomas Lecumberi, je suis cadre de santé sur la filière de rétablissement, donc l'unité UNIR 3 et je suis infirmier de formation initiale. Alors qu'est-ce qu'on fait déjà à UNIR? C'est quoi cette unité-là? Alors les UNIR sont les unités de rétablissement de l'hôpital, donc les unités intersectorielles. On va travailler les projets de rétablissement. Le rétablissement, c'est un concept de soins en fait, qui conduit à accompagner les personnes pour qu'elles puissent vivre le plus dignement possible, malgré et avec leur maladie, avec leurs troubles. Donc nous, on va travailler sur des hospitalisations de temps plein. Donc on a les gens qui sont pris en charge ici, le jour, la nuit. Le but est de vraiment faire la charnière avec l'extérieur, avec l'inclusion dans la cité. Après, on a souvent un relais par une hospitalisation de jour. On essaye actuellement de développer les soins en ambulatoire et jusqu'à ce que les personnes soient accompagnées vers un appartement, un travail, voire un mariage comme on a déjà fait ici, ou ce genre de choses. En fait, à la base, tu te dis, bon, ça peut paraître complexe de sortir un numéro, tu te dis, dans les règles de l'art, etc. Et en permanence, on dépasse toutes les croyances qu'on peut avoir. Et en fait, c'est juste une relation d'humain à humain. Et moi, j'y vois plus de différence avec, par exemple, quand je fais des formations dans des écoles de journalisme ou à l'extérieur, où je suis avec des étudiants, on est dans une transmission. Et là, on est aussi dans une transmission de notre savoir avec un public. Et donc, tout le monde s'adapte à tout le monde. Nous, on s'adapte à eux, mais eux s'adaptent à nous, surtout aussi. Et on travaille vraiment ensemble pour faire le meilleur produit final. Et du coup, ouais, je pense que ça bouscule en permanence parce que on repense à ce qu'on se disait au début, de dire peut-être mais comment on va faire, comment on va sortir, parce que par exemple concrètement, voilà, Marcus, toi tu tapes mais très doucement au téléphone, sur le clavier. Donc je veux dire, concrètement, à un moment donné, quand on parle d'écrire un article, on se dit bon, faut quand même, on n'a pas beaucoup de temps, comment on va faire, il faut aller vite. Comment je fais pour que ce soit lui qui reste maître de son article, alors que bon, concrètement, il va pas trop pouvoir le taper. Et en fait, on trouve les solutions et en fait, on va vraiment chercher. Comme maintenant. Comme maintenant, en chacun, et on y arrive en fait. Qu'est-ce que chacun veut dire, peut dire à son échelle, comment il peut travailler, comment il peut apporter. Et il faut vraiment surtout pas, c'est ce que moi j'apprends, faut pas se mettre des barrières en se disant non mais bon voilà, lui ou elle sait pas faire ça, donc on fait à sa place. Enfin, faut en permanence essayer d'aller, de faire confiance en fait. Je m'appelle Mathieu Maudin, je suis un patient à UNIR 3, à Charles-Pérens. Oh là là, si vous savez ce que j'ai écrit plein d'histoires sur différents cahiers, différentes feuilles. Ça varie en tout ce qui est fantastique, horreur, science-fiction. Star Trek, Stargate, Star Wars. Mais là, je vais abandonner parce que je vais écrire des trucs plutôt personnels. En relation avec les fantastiques, horreur, comique. Est-ce que tu peux nous dire là par exemple ce que c'est sur cette page? Alors c'est soigneusement écrit pour les auditeurs qui nous écoutent. Il y a de la couleur et c'est soigneusement écrit sur un beau cahier. Alors, tout ce qui est rouge, c'est noms propres et verbes. Tout ce qui est vert, c'est noms, des noms communs, noms propres. Et tout ce qui est bleu, c'est tout ce qui est adjectif pour personnalité. Alors ça s'appelle Stargate Atlantis, que tout le monde doit peut-être connaître. Oui. Alors le début, c'est par un froid glacial au cœur de l'Alaska, aux États-Unis. La neige abondante tombe et recouvre des pins de gel. Au même moment, 4 motoneiges
surgissent hors des glaces, pilotés par des militaires de l'US Air Force, équipés d'armes à feu, puis de détecteurs de métaux et de chaleur à moteur. C'est un projet très très intéressant. Ça permet aux personnes qui ne peuvent pas s'exprimer de s'exprimer à travers du papier et de la lecture. Parce que certaines personnes pensent que ceux qui sont en psychiatrie, elles sont pas fous, mais sont un peu dérangés, quoi. Vous l'avez dit, vous n'êtes pas vraiment familière avec ce milieu-là. Qu'est-ce que ça vous a appris, vous, de travailler ici, avec ces patients, ces usagers ? Ce que j'ai découvert ici, c'est que les gens qui sont ici ont pu vivre des choses très dures liées à leur santé mentale, liées à leur stigmatisation. Et de ce que j'ai entendu des usagers, c'est qu'ici, ils se sentent bien, ils se sentent en sécurité. Et c'est vrai qu'on est loin du cliché qu'on a pu voir dans le cinéma américain, Vol au-dessus d'un nid de coucou, pour ne citer que celui-ci. On n'est pas dans ce cliché-là. Ce que j'ai appris, c'est qu'il y a une sécurité ici qui leur fait du bien. Et ça, c'était quelque chose d'assez inattendu. Et c'est vrai que le monde de l'hôpital psychiatrique est assez fermé aux médias pour tout un tas de raisons, bonnes ou mauvaises. Et donc derrière, il y a tout un tas de fantasmes qui peuvent se créer. Et ça m'a permis de déconstruire ce fantasme d'un lieu très hostile, de privation de droits, de liberté. Voilà. De ce que j'en ai vu, c'est que les choses ne sont pas si simples. Retrouvez les articles, les interviews et les dessins du 3e numéro de la revue d'Inside dans les librairies et les lieux culturels de Bordeaux. Une soirée de présentation du dernier numéro est d'ailleurs prévue le 4 mai à 18h. Rendez-vous à Cap Science. Enfin, merci à Anaïs, Mathieu avec 2 T, Mathieu avec un seul T, Marc, Patrick, Denis, Thomas, Ilioné, Ariane et Marie-Christine pour avoir pris le temps de répondre à mes questions. Vous venez d'écouter le nouvel épisode du podcast Les gens du coin, une série dont l'objectif est de raconter la vie des humains qui habitent à côté de chez vous. Nous, on se dit à la semaine prochaine.